Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue à cette 4e et dernière séquence de notre Université de la vie 2024. Parier sur la vie, est-ce raisonnable ? Nous sommes ce soir en direct et c'est avec une grande joie que nous partageons cette soirée avec 8000 d'entre vous dans plus de 160 salles partout en France, métropolitaine et outre-mer, mais aussi dans plusieurs pays étrangers. Ce soir, je vous souhaite donc la bienvenue à tous qui nous regardez de loin et qui êtes avec nous malgré tout. Cette dernière soirée, nous avons choisi de la faire selon ce format un petit peu différent des 3 premières. Nous avons vécu 3 très belles soirées de formation sur des sujets du début à la fin de la vie. Et puisque la bioéthique nous concerne tous et a un impact sur tous les aspects de notre vie, nous avons choisi ce soir de nous tourner vers l'avenir. Parier sur l'avenir, c'est le choix que nous avons fait aujourd'hui avec vous, mais aussi avec 5 personnalités exceptionnelles que nous avons invitées, qui nous font la joie, l'honneur et l'amitié de leur présence ce soir. Vous allez les découvrir dans un instant. Ce format différent, à la fois par le direct et par ces personnalités invitées, va nous permettre de piocher dans ces témoignages de personnes qui, par leurs expériences, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles font comme travail, ce qu'elles ont parfois écrit aussi, ont à nous apporter. Et c'est tous ensemble que je vous invite ce soir à faire ce pari sur l'avenir avec Alliance Vita. Et pour commencer cette soirée, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre directeur général, Éric Chouteau, qui va introduire cette séquence. Ça s'est passé quand le monde était encore pas encore envahi par des écrans. 650 millions de personnes se réunissent devant un écran de télévision et s'accomplit sous leurs yeux un événement extraordinaire, un événement dont Jules Verne avait rêvé 100 ans avant. Vous l'avez deviné, le premier pas de l'homme sur la Lune. Nous sommes peu de temps avant le XXIe siècle. Cet avenir du XXIe siècle est rempli de promesses et cet exploit en est un signe. L'univers est infini, mais le progrès aussi est sans doute sans limite. Et donc, à l'époque, vivement le XXIe siècle traverse les médias, les mentalités. Alors, nous sommes 50 ans plus tard, nous y sommes dans ce XXIe siècle, et je voudrais poser une petite question. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu quelqu'un dire récemment « vivement le XXIe siècle » ? Osons ce constat pour beaucoup de nos contemporains, y compris pour des jeunes. L'avenir, le futur n'est pas nécessairement porteur de promesses, porteur d'avenir justement. Une raison possible, c'est peut-être un doute profond sur notre existence humaine sur Terre, sur le sens de cette existence. Un philosophe français, il y a déjà quelque temps, a écrit un livre qui s'appelle « Les post-humains ». Et il sous-titre, pour nous inciter à la réflexion, avec une question. Le futur a-t-il encore besoin de nous ? Alors, c'est une question faite pour nous faire réfléchir, un peu provocante. C'est aussi peut-être une petite musique que nous entendons. L'humain est inachevé, il n'est pas complètement fonctionnel. Il faudrait l'augmenter, le croiser avec des machines, manipuler son génome. Au mieux, il est inutile, au pire, il est peut-être même nuisible. Et nous l'avons vu dans la première séquence, certains prônent le fait de ne pas avoir d'enfant, cet enfant qui est pourtant synonyme, gage de promesse d'avenir. Comment regarder l'avenir avec confiance dans ce contexte, avec ce bruit de fond et ces inquiétudes ? Pourtant, le futur arrivera. Nous sommes embarqués. Voilà une phrase qui nous vient d'il y a à peu près 360 ans, une phrase de Blaise Pascal dans ses pensées. Dans son fameux Paris, il a cette expression « Nous sommes embarqués ». Comment entendre cet embarquement ? Nous pouvons l'entendre comme une fatalité, mais j'espère que les 3 premières soirées de l'Université de la vie cette année vous ont apporté un autre regard, des éléments de réflexion
pour vous dire ce n'est pas seulement une fatalité, mais plutôt une occasion qui nous est donnée pour être acteurs de cet avenir. En osant parier sur l'avenir, dans cette dernière séquence, nous nous inscrivons un petit peu paradoxalement dans une tradition. Quelle est cette tradition? C'est la tradition de tenir bon dans la durée. Cette année, nous fêtons les 30 ans d'Alliance Vita. 30 ans pour affirmer, à temps et parfois à contre-temps, la valeur, la dignité de chaque vie humaine. Un écrivain anglais habitué lui aussi à la contradiction, Chesterton, avait cette expression « Seul un poisson vivant peut aller à contre-courant ». Alors, pour nager courageusement vers l'avenir, nous avons demandé donc, comme le disait Camille, à quelques personnalités de nous aider, de partager leurs pistes, leurs réflexions. Merci à eux. Merci à vous tous qui, en regardant cette soirée, faites donc le pari de l'avenir avec Alliance Vita. Merci. Merci beaucoup, Éric Chouteau. Nous accueillons donc notre première personnalité de ce soir. Elle est médecin, elle est ancienne vice-présidente du mouvement des scouts unitaires de France, où elle a été engagée de nombreuses années. Par son expérience en protection maternelle et infantile, mais aussi dans des écoles, et enfin comme médecin généraliste dans des banlieues, elle a acquis une expérience assez variée auprès des jeunes et des familles, et elle a donc aujourd'hui toute sa place comme présidente des AFC, des associations familiales catholiques. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Pascale Morinière. Bonsoir à tous. Si le mouvement des No Kids ou des Child Free dont parlait tout à l'heure Éric Chouteau, nous ne sommes pas coordonnés pourtant, fait bien souvent les titres de la presse, il est en fait loin, mais très loin, de refléter l'opinion presque très largement majoritaire de nos concitoyens. Dans un sondage du Parisien d'octobre dernier, 83% des Français interrogés disaient que la famille était première dans leurs préoccupations avant le travail, avant les loisirs, avant l'argent. À rebours du courant malthusien des Child Free, les Français plébiscitent la famille. Le cœur de chaque Français bat d'abord pour sa famille, et c'est heureux. La famille apporte à chaque être humain et à la société 5 présents qu'elle seule est capable de transmettre. Je voudrais vous parler ce soir de ces 5 présents. Le premier, c'est que c'est le lieu de la croissance humaine par excellence. La famille est la première école de l'amour, là où on apprend, si on le veut bien, à se décentrer du moi d'abord qui nous encombre si souvent. Le deuxième présent, la famille, c'est presque une évidence, elle offre la vie. On peut même dire qu'elle est le berceau de la vie humaine. La philosophe Hannah Arendt rappelait même qu'à chaque génération, le miracle qui sauve le monde, c'est la naissance d'hommes nouveaux. C'est dans la famille que ce miracle se produit. Troisième présent, la famille apporte aussi l'humanisation des nouveaux êtres humains, par l'amour reçu, bien sûr, mais aussi par le langage. C'est le langage que nous apprenons sur les genoux de nos parents qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes, nous ouvre à la relation avec autrui, avec des mots plutôt qu'avec de la violence, et permet de s'insérer dans une culture et une culture partagée. Quatrième présent, la famille est la matrice, l'incubateur de la vie sociale. Elle apprend chacun à se situer dans des relations d'altérité, à sortir de la toute-puissance du petit enfant. Elle permet de découvrir par l'irréductibilité du masculin au féminin, selon l'expression de la philosophe Sylviana Kaczynski, que je ne suis pas le tout de l'humanité. Et de proche en proche, cette aptitude à la vie sociale tisse et consolide tout le tissu de la société. Enfin, la famille est le tout premier lieu de la solidarité. C'est le premier amortisseur social parce que c'est le lieu de l'amour sans si ni mais, le lieu de l'amour inconditionnel. Cet amour qui dit « quoi qu'il arrive, je serai là pour toi ». Alors dans une famille, il y a aussi des éclats de voix, des portes qui claquent, des familles blessées et même des familles blessantes, on en parle beaucoup. Mais à force de ne regarder que ce qui dysfonctionne, on en oublie de regarder, d'admirer, de capitaliser sur le bien apporté par les familles pour chacun et pour la cohésion de la société dans son ensemble. École de l'amour, accueil de la vie, humanisation, socialisation, solidarité. La famille ouvre l'avenir.
Quand les familles vont bien, c'est toute la société qui va mieux. La famille, on peut même dire qu'elle est la première agence de paix. Alors, avant tout engagement pour une noble cause, commençons par prendre soin des nôtres. C'est la paix du monde qui, à chaque fois, en ressortira grandie. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascale Morinière pour ce bel éclairage sur le pari, sur la famille. Nous accueillons maintenant notre deuxième invité. Il est avocat fiscaliste de formation et a travaillé dans ce domaine quelques années avant de recevoir comme un appel à se tourner vers un autre domaine et à se tourner notamment vers les plus vulnérables. C'est ainsi que Tanguy Châtel a entrepris un doctorat en sociologie. Il a cofondé le cercle Vulnérabilité et Société. Il a été aussi de nombreuses années bénévole dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, en soins palliatifs. Il est spécialisé dans la recherche sur les soins palliatifs et sur l'accompagnement en général. Et il a également publié un ouvrage, Vivant jusqu'à la mort. Nous accueillons donc Tanguy Châtel, qui va nous proposer de parier sur la vulnérabilité. Merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai tout appris dans le domaine des soins palliatifs. Et peut-être que la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que quand on croit que les gens sont en fin de vie et qu'il ne reste qu'un demi-souffle, en fait, il reste énormément de vitalité. Le psychanalyste Michel de Musan, il y a déjà presque 50 ans, disait joliment que la fin de vie, c'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Faut-il encore que les conditions soient réunies pour que cette entreprise finale, parfois exigeante, puisse aboutir ? Alors moi, j'ai tout appris avec les soins palliatifs parce que j'ai accompagné des gens dont je peux témoigner qu'ils sont nés avant de mourir. Ils ont découvert quelque chose de fondamental dans une traversée de leur vulnérabilité qui avait l'avantage de pouvoir être accompagnés. Quand j'ai fondé le cercle Vulnérabilité et Société, qui rassemble une 50aine d'organisations, on était convaincus que la vulnérabilité est une richesse. Ça a été notre ligne directrice au départ, mais fallait-il encore le prouver ? Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Et donc, on a mené depuis 6 ans des travaux qui sont aujourd'hui publiés, disponibles, pour démontrer en quoi c'est une richesse. Alors, plusieurs niveaux de richesse qui ressortent, parce que les vulnérabilités, il ne faut pas faire comme on l'a fait pendant le Covid, c'est-à-dire imaginer qu'il y a des gens vulnérables d'un côté qu'il faudrait protéger, et puis de l'autre côté, des gens qui seraient à l'abri de la vulnérabilité, puisque, par hypothèse, nous sommes tous vulnérables, c'est-à-dire tous susceptibles d'être blessés. Et donc, les fruits qu'on observe de la traversée bien accompagnée de la vulnérabilité, c'est d'abord des fruits au niveau individuel. C'est des gens qui traversent des épreuves de vie et finalement trouvent que ça les a transformés. J'ai été témoin de beaucoup de gens qui m'ont dit finalement cette maladie a été la chance de ma vie. Comment penser une phrase pareille ? Cette maladie a été la chance de ma vie, y compris quand les gens viennent à mourir peu de temps après, mais parce qu'une révélation fondamentale, un replacement des valeurs essentielles a pu être opéré. Donc il y a déjà une richesse au niveau individuel dans la traversée de la vulnérabilité qu'on peut dire féconde. Une vraie vulnérabilité féconde. Mais ça va plus loin parce que derrière, il y a aussi des richesses en termes sociaux. Appeler à l'aide, c'est recevoir quelqu'un, la visite de quelqu'un qui va vous tendre la main, ça permet de créer une relation et donc ça crée une dynamique dans laquelle on observe que des talents se génèrent, des talents chez la personne dite vulnérable et chez les autres. Mais il y a un troisième niveau de richesse qu'on est en train de démontrer, c'est que ces talents peuvent dégénérer ou progresser plus exactement en compétences qui ont une valeur pour le monde professionnel dans le champ du travail. Et donc aujourd'hui, embaucher, et on l'a prouvé, des personnes vulnérables augmente les performances des organisations. Et puis on se rend compte que la traversée de la vulnérabilité, c'est aussi l'expérience de l'incertitude, l'expérience des choses qui ne sont pas écrites à l'avance. Et dans un monde qui est aujourd'hui livré à l'incertitude, eh bien, l'expérience concrète des gens qui ont traversé la vulnérabilité vient nourrir le besoin que nous avons de repères pour pouvoir affronter et se préparer à ce contexte fracassé de l'incertitude. Donc il nous vient aujourd'hui comme élément d'affirmation que la vulnérabilité n'est pas une fragilité qu'il faudrait compenser,
c'est un gisement d'énergie qu'il nous faut apprendre à exploiter dans le meilleur des sens du mot, vous entendez bien, c'est-à-dire à valoriser en tant que tel. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci. Merci beaucoup Tanguy Châtel pour ce très beau témoignage sur la vulnérabilité. Je crois que notre quatrième invité pourra nous parler de vulnérabilité. Sa joie rayonne, son sourire est impressionnant. Et pourtant, Marie-Caroline Schur est atteinte d'une maladie génétique très rare. Mais de tout temps, elle a entendu des paroles parfois de personnes qui voulaient la limiter dans ses actions, dans ses projets. Elle ne s'est pas arrêtée à ces paroles. Elle a été professeure d'anglais pendant 10 ans, en collège, en lycée. Elle est aujourd'hui conférencière, formatrice et consultante en inclusion sociale. Et elle accompagne également des personnes à découvrir leur singularité et à déployer leurs talents pour trouver le bonheur et leur place dans la société. Il y a 1 an et demi, Marie-Caroline s'est lancée dans un défi complètement fou, partir seule sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur son fauteuil roulant, totalement seule pendant 3 semaines et 400 km. Totalement seule, ce n'est pas tout à fait vrai, car Marie-Caroline, qui est dépendante pour beaucoup de gestes, presque tous les gestes de sa vie quotidienne, a demandé de l'aide sur sa route aux inconnus tous les jours. Et ce soir, Marie-Caroline vient nous parler de son pari fou, le pari de vivre. J'oublie de dire qu'elle a également écrit un livre, son témoignage, intitulé joyeusement « Out of the Box, la joie à roulettes ». Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Marie-Caroline Schur et son chien Sherlock qui l'accompagne. Merci Camille. Le pari de vivre. Est-ce que je peux parier avec ma vie? Est-ce que je peux mettre en jeu ce don que j'ai reçu il y a des dizaines de milliers de jours? Jouer avec ma vie, jongler telle une trapéziste sur le fil de la vie au-dessus de l'invisible des imprévus. Ces imprévus me rappellent cette injonction de l'une de mes élèves le premier jour de l'année scolaire, qui, me regardant droit dans les yeux, me dit « Madame, demain je me retrouve en fauteuil roulant, je me tue. Tuer ma vie parce que mes jambes ne marchent pas ?» Cette injonction, évidemment, appelait une réponse silencieuse. Ce pari de la vie, je l'ai choisi il y a des dizaines de milliers de jours. Un saut au quotidien, où la négation de l'impossible déploie au centuple ma rage et mon bonheur de vivre. M'enliser dans le questionnement de la raison de la maladie, de la souffrance, à déployer un embellissement de cette réponse, comment je le vis aujourd'hui. Comment je le vis aujourd'hui, simplement en choisissant chaque opportunité pour savourer la vie au centuple. C'est ce qui m'a lancée dans ce pari fou de Saint-Jacques-de-Compostelle il y a 1 an et demi, où j'ai fait le pari de compter sur l'humanité de chaque être humain que je rencontrais sur ma route. Ce pari de la vie, je ne peux pas le faire toute seule. Je le fais grâce à cette chaîne immense d'amour autour de moi, grâce à cette chaîne d'aide qui vient adoucir ma vulnérabilité et me permettre de choisir et de parier sur la vie. Ces personnes qui m'ont aidé jour après jour m'ont montré à quel point la vie n'était pas un poids, la souffrance parfois un questionnement, mais la vie toujours un chemin à emprunter. Elle me rappelle cette jeune femme, Bélène, qui ne cessait de me dire, pendant qu'elle m'aidait à me doucher, que c'était si compliqué pour elle d'approcher mon corps fragile. Quelques jours plus tard, en larmes, elle vient m'embrasser et me serrer dans ses bras en me disant « Marie-Caroline, merci de m'avoir montré que dans la vie, tout vaut la peine. Alors oui, la vie est un pari,
la vie est même le plus beau des paris à vivre. Et avec chacun, dans cette chaîne immense d'amour autour de nous, osons-le et parions que la vie est la plus belle des choses. Merci beaucoup Marie-Caroline pour ce très très beau témoignage. Cette vulnérabilité, tu la combats avec un courage magnifique. Petite interlude ce soir, chers amis, vous avez été très très nombreux à répondre à nos quiz. Ces quiz qui ont suivi chacune de nos 3 premières soirées de formation et c'est le temps des gagnants. Parmi tous ceux qui avaient répondu correctement, nous avons tiré au sort 10 gagnants par soirée qui recevront chacun un lot. J'annonce tout de suite donc les 10 gagnants du premier quiz, La vie à son commencement. Jean Fontan à Toulouse, Marine Henry à Brive-la-Gaillarde, Grégoire Richard à Angers, Stéphanie de Chary à Vannes, Emeline d'Albinia à Huim, Olivier Grincourt à Rennes, Isabelle Arnoux à Lyon, Catherine Ferchaud à Paris, Mathilde Pierrat à Bordeaux et Léonie Vipré à Angoulême. Tous les 10, vous recevrez le dernier livre de Blanche Streb, Grâce à l'émerveillement, paru chez Salvatore en 2023 et dédicacé personnellement par Blanche. Les 10 gagnants du quiz de notre deuxième soirée La vie dans son déploiement sont Thérèse Luisier à Écully, Clara Combeau à Saint-Georges-de-Beaulche, Émilie Lamontesi à Malocène, Christine Portzer à Colmar, Alice Deforge à Argentré-du-Plessis, Cécile Lucas à Lisieux, Guylaine Berlizeau à Saint-Germain-en-Laye, Ombline Yerholtz à Tours, Marie-Christine Lemarquier à Aix-en-Provence et Cécile Leroy à Versailles. Vous recevrez chacun une boîte du jeu 2 minutes de bonheur, créée par notre grand témoin de la deuxième soirée, Raphaël Defoucault. Et les gagnants de du troisième quiz, La vie à son achèvement, sont Olivier Duval à Vouillers, Anne-Sophie de Bergue à Vienne, Agnès Mallet à Montigny-le-Bretonneux, Clara Fondeur à Parel-Monial, Claire de Maillard à Meximieux, Michael Bexon à Cran, Alexis Morel à Lorient, Florie Lemoine à Paris, Fanny Meignier à Grenoble et Ophélie Lapointe à Nantes. Vous recevrez chacun le livre de Tugdual Derville intitulé « Nouvelles recettes de bonheur, 71 actions d'écologie humaine ». Et maintenant, j'ai la joie d'accueillir 3 invités que vous connaissez bien, certainement, puisque ce sont 3 membres de l'équipe nationale d'Alliance Vita, pour un petit temps d'échange. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Jeanne Bertin-Hugo, responsable du service d'écoute SOS Bébé. Blanche Streb, directrice de la formation. Et Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita. Bonsoir Jeanne, bonsoir Tugdual et bonsoir Blanche. Merci d'échanger avec moi ce soir. Je vais commencer tout de suite par une première question pour toi Jeanne. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces 3 soirées de formation que nous avons vécues et peut-être aussi dans ces témoignages que nous avons entendus ce soir? Alors, j'ai été très touchée d'entendre plusieurs éléments sur l'écoute, si essentielle pour parier sur l'avenir. L'écoute accumulée jusqu'au discernement, l'écoute de soi, l'écoute des autres, l'écoute du contexte et l'écoute de la réalité. Accumulée jusqu'à l'évidence, et c'est ça qui permet de discerner. Au sein du service SOS Bébé, 70% des personnes qui nous contactent se posent la question d'interrompre ou non une grossesse et demandent un soutien pour leur discernement. L'accueil inconditionnel de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs désirs,
leur permet de trouver en elles-mêmes des forces de vie. Accueillir inconditionnellement ne veut pas dire approuver. Il s'agit d'accueillir et de rester soi-même dans une différenciation. Je pense à une femme qui nous écrit « Je suis perdue » au moment où elle nous contacte devant le choc d'une grossesse imprévue et alors que son conjoint refuse catégoriquement cette grossesse. Au bout de plusieurs semaines, elle remercie et elle dit à quel point l'écoute lui a permis à son tour d'adopter une attitude d'écoute vis-à-vis de son conjoint et de l'aider lui aussi à cheminer. Et chacun, à leur tour, ils ont pu parier sur l'avenir, sur l'accueil de leur bébé. L'écoute permet d'accueillir le présent et d'avoir confiance dans l'avenir. C'est un peu comme un effet de ricochet. La manière dont je suis écoutée me donne la capacité d'écouter à mon tour. Je pense que c'est un fondement du dialogue et peut-être une manière de nous préparer à la paix dans nos vies et dans le monde. Blanche, toi-même, dans ces soirées que nous avons vécues, dans cette soirée, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager ce soir? Eh bien, d'abord, bonsoir à tous. Ce que j'en retiens, c'est que c'était un thème extraordinaire à creuser ensemble, se parier sur la vie. Je pense que ça a été un travail collectif qui a résonné beaucoup dans les cœurs de beaucoup et dans le mien aussi. Ça nous a vraiment permis d'approfondir, de penser nos sujets d'une manière totalement renouvelée et d'une manière dont on a, je crois, énormément besoin aujourd'hui. On a parlé beaucoup ce soir d'espérance et je crois que c'est une soif énorme dans notre jeunesse, ça a été dit, mais chez tout le monde au fond. Et ce qui me frappe beaucoup dans les universités de la vie, c'est finalement on a des intuitions, des thèmes, des sujets et puis ce qui émerge après, ça vient toujours nous dépasser, c'est toujours au-delà, on est toujours surpris. Et ce qui me frappe, c'est deux choses, c'est l'engagement très fort des personnes qui viennent intervenir à nos côtés, nous apporter leur expérience, leur profondeur, leur connaissance dans le sujet, cet ancrage dans le réel qui vraiment, on en a besoin en fait pour toujours approfondir. Et puis donc cet engagement, et puis je suis vraiment émerveillée de voir toujours une forme de cohérence qui émerge à la fin des séquences, avec même des citations parfois comme ce soir, sans que ce soit préparé, qui ont été déjà aussi partagées à la première, comme si, au fond, une forme d'évidence émergeait un peu par elle-même. Et puis, vraiment, à force d'approfondir ces sujets bioéthiques qui sont le cœur de notre association, ce qui me frappe de plus en plus, c'est de réaliser qu'on est là sur des sujets qui ne sont pas des sujets... on pourrait dire symptômes d'une société qui ne va pas forcément bien. On est vraiment sur des sujets racines, au cœur. Et je mesure, et les engagements des uns et des autres qui sont parfois, on pourrait croire, un petit peu au-delà ou à côté ou différents, en fait, à quel point c'est quand même malgré tout lié et que c'est la manière dont on regarde l'être humain, le plus vulnérable, on en a parlé, l'être humain, voilà, l'embryon, l'enfant, le bébé, la personne malade, fragile, mais aussi finalement chacun de nous, parce qu'on a tous des vulnérabilités. Eh bien, c'est ce regard-là après qui conditionne énormément de la manière dont se construit toute la société. Donc, vraiment, on est au cœur de sujets qui sont des sujets racines et qui nous, voilà. Donc, c'est des moments qui sont revigorants, motivants et qui nous redonnent vraiment envie de repartir sur les chemins. Merci Blanche. Alliance Vita fête cette année ses 30 ans. Et ça fait également 30 ans, Tugdual, que tu es engagée chez Alliance Vita au service de la vie, de la dignité humaine et des solidaires, des plus fragiles. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, avec cette fois un peu plus de recul, quelque chose de la fécondité de cet engagement pour toi ?
On va se projeter dans le passé alors, mais on va aussi, je pense, projeter dans l'avenir. C'est vrai que j'aime bien ce mot de fécondité, parce que nous, on vise l'efficacité dans nos actions. On a envie d'avoir des résultats, on fait des projets, on mesure, on essaie de mesurer. Mais la fécondité, c'est autre chose. On l'accueille, on la goûte. C'est une surprise qui arrive. Et on en a énormément, heureusement. Dans un contexte difficile, c'est bien de, je pense, poser le contexte. C'est qu'au fond, on est comme aux avant-postes de l'histoire, c'est un peu ce que tu viens de dire, Blanche. On est dans le lieu où se détermine la vie, la mort, l'avenir de l'humanité. Donc cet avant-poste de l'histoire, c'est un mélange d'enthousiasme, c'est extraordinaire d'être à cette place-là, mais aussi de grande douleur, reconnaissons-le. Et donc c'est important de voir comment effectivement ressentir cette fécondité qui va nous mettre, nous projeter en avant. Moi, j'étais très touché d'une dernière conversation que j'ai eue avec Gilles Herriard-Dubreuil, qui était un co-initiateur du courant pour une écologie humaine. Et dans cette dernière conversation, il m'a témoigné d'une parole qu'il avait fait basculer alors qu'il pensait que son action dans tout autre domaine pouvait être vaine. Et quelqu'un lui a dit tu n'es pas responsable du monde ou du tout, ce que tu fais n'est pas dérisoire. Et j'ai pris ça pour moi, je l'ai pris pour nous, et on a cherché ensuite quels sont les signes de ce qui n'est pas dérisoire. J'en vois 3 pour Alliance Vita, depuis 30 ans, et puis je pense qu'il nous projette dans les 30 prochaines années. C'est d'abord la tonalité avec laquelle on a essayé de construire, et ça reste encore à construire, cet équilibre entre notre contestation ferme de l'injustice, de toute injustice vis-à-vis de la vie humaine, de la dignité de la personne, et en même temps, cette volonté de le faire de façon paisible, c'est-à-dire d'équilibrer notre dénonciation par le caractère paisible et sans jugement sur les personnes de notre protestation. Et on a eu beaucoup d'échos de beaucoup de personnes qui nous ont dit que cette façon de faire qu'on a appris sur le tas et qu'on n'a pas fini d'apprendre a contaminé pas mal de personnes. Voilà une belle fécondité, je pense. Une deuxième, c'est qu'on a mobilisé tout de même des dizaines de milliers de personnes dans un chemin qui n'était pas seulement de déploration, mais plutôt de mise en œuvre, de mise en action. Et quand on ne laisse pas passer le train de l'histoire, mais qu'on se met dans le train de l'histoire, on se couche paisiblement et on le goûte. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et puis plus loin encore, et on s'est laissé transformer. Je me souviens que quand on a fait une grande enquête auprès des personnes âgées, en leur demandant leurs besoins, j'ai été assez étonné de la simplicité de leurs attentes et j'ai changé mon propre comportement vis-à-vis des personnes âgées, des oncles et tantes de ma famille. Je me suis rendu compte que ça m'avait transformé. Et l'un des participants à l'Université de la vie, l'an dernier, en écoutant le docteur Sarah qui disait les 5 paroles qu'on avait besoin de s'échanger en fin de vie, c'est-à-dire je te demande pardon, je te pardonne, je t'aime, je vais en oublier une, merci et au revoir. Eh bien, il avait été tellement bouleversé que le lendemain, il a pris sa voiture, il est allé rejoindre sa mère âgée en fin de vie avec laquelle il était brouillé depuis 30 ans et ils se sont rencontrés. Et je trouve que ça, c'est un signe, c'est de se dire que ce que nous faisons nous transforme. Et du coup, nous appelle à une sorte de cohérence jamais totalement atteinte. Pour finir, je dirais que cette cohérence, parfois, nous est renvoyée. Je me rappelle d'un sénateur communiste qui nous disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais votre posture sur l'embryon a le mérite de la cohérence. » Alors, je crois que cette cohérence, je ne sais pas si on ne l'a pas atteinte, mais dans les 30 prochaines années, je pense qu'on va pouvoir peut-être l'approcher encore davantage. Merci beaucoup, Tugdual, pour ce témoignage. Nous avons posé à tous nos participants, nous vous avons posé à tous, chers amis, quelques questions à la suite de ces 3 soirées de formation. Des questions qui visaient à contrôler vos connaissances, bien sûr, mais aussi des questions beaucoup plus ouvertes auxquelles vous avez été tout aussi nombreux à répondre. Et l'une de ces questions, dans la droite ligne de la 2e soirée que nous avons vécue, et notamment du témoignage de Raphaël de Foucault sur la recherche du bonheur, cette question, c'était « Pour vous, c'est quoi réussir sa vie ?» Donc nous vous demandions ça, et la réponse était tout à fait libre. Il est très intéressant de voir que le mot « heureux » est revenu 175 fois, le mot « aimer » plus de 100 fois également. Parmi les mots et les concepts, les thèmes qui vous sont chers, on peut noter celui de famille, celui de lien, la cohérence que tu mentionnais, Tugdual, la cohérence avec ses valeurs a été marquée par beaucoup d'entre vous comme un moyen de voir que l'on a réussi sa vie, mais également l'usage de ses talents et de ses dons au service de la société, au service des autres. Alors je me tourne à nouveau vers toi, Tugdual. Est-ce que ces réponses ou cette question t'inspirent ?
Oui, je me dis qu'il peut y avoir un piège dans la quête du bonheur si, comme c'est mon cas parfois, on va aller chercher ce bonheur dans l'idée de réaliser des choses, de réussir, même sa famille, son couple, etc. Et j'ai un ami qui m'a dit, faites attention, parce que si vous rendez comme absolue condition sine qua non du bonheur le couple, la famille, l'engendrement, et je ne viens pas du tout contredire, bien sûr, ce qui a été dit de l'importance de la famille comme rampe de lancement vers la liberté. Mais si on l'idolâtre, si on en fait un absolu, ceux qui, comme mon ami, ne peuvent pas avoir accès à sa construction, bien qu'ils en aient bénéficié, eh bien, sont renvoyés dans le malheur. Donc, il faut faire extrêmement attention à trouver des critères, finalement, de bonheur qui soient accessibles aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Moi, j'aime bien 3 primautés qui sont pour l'une d'entre elles comme une tarte à la crème. La première, c'est la primauté de l'être sur l'avoir. Facile à dire, peut-être plus facile à réaliser. La deuxième, ça serait la primauté de la relation sur l'activité. Voilà, qu'on se fasse attention que nos activités nous orientent vers la relation. Et puis la troisième serait la primauté de la tendresse sur l'autonomie. Alors ces 3 valeurs, le fait d'avoir des choses, le fait d'avoir des activités épanouissantes et de l'autonomie, oui, à condition que ça ne vienne pas étouffer l'être, la relation et la tendresse. Et vous noterez que être, relation, tendresse, les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux dont la vie part très jeune ou ceux dont la vie est très dépendante à la fin, tous nous pouvons être dans cet accomplissement plein et entier dans ces valeurs. Et donc je crois qu'elles sont premières pour un vrai accomplissement de notre vie. Merci, effectivement, ça résonne avec beaucoup de ces témoignages que nous avons entendus ce soir et puis lors de ces 3 précédentes soirées. Alors, nous vous avons demandé également ce qui vous inquiétait le plus quand vous pensiez à l'avenir ou au sujet de parier sur l'avenir, comme nous vous le proposons ce soir. Beaucoup de choses vous inquiètent. Nombreux sont ceux qui ont mentionné la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, qui, si elle venait à advenir, vous inquiétait quant au message renvoyé pour les plus fragiles. La perte d'un proche, soit qu'elle ait été vécue ou qu'elle soit crainte, a été mentionnée aussi. De manière plus générale, la culture de mort et l'idéologie mortifère a été beaucoup citée, mais aussi la peur, la crainte d'un individualisme qui vienne gangréner notre société et rompre les liens. Jeanne, tu es à l'écoute des personnes les plus fragiles, des personnes qui te confient leur détresse. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette question et toutes ces réponses que les personnes ont apportées? C'est important d'accueillir ces inquiétudes et à travers la peur de perdre un être cher, à travers la peur de la solitude, du manque de lien, de la déshumanisation, toutes ces... je pense qu'on peut essayer de regarder ensemble quels sont les besoins que viennent dire ces peurs, quels sont les besoins, quelles sont les valeurs aussi qui comptent pour nous face à ces peurs. Et peut-être que ce qui ressort de ces inquiétudes, c'est le besoin de lien, le besoin d'humanité, le besoin de dépendance parfois si elle vient peut-être nourrir la tendresse par exemple. Et voilà, peut-être que c'est une invitation aussi pour nous à soigner ces liens dont on a tant besoin. Et par exemple ce soir, partout dans les villes, je sais qu'il y a un temps qui est prévu pour ça, pour que ces liens-là soient nourris, parce que ce sont vraiment ces rencontres-là dont on a besoin. Merci beaucoup. Et nous avons conclu par une question, cette fois un petit peu plus positive. Nous vous avons demandé ce qui vous donnait cette fois confiance dans l'avenir. Confiance pour faire ce pari, ce saut un petit peu fou vers l'inconnu, vers cet avenir. Vous êtes nombreux à avoir évoqué le fait d'avoir des projets, des buts à atteindre, la famille. Alors, Tugdual nous a apporté un éclairage et une petite note d'attention sur l'idolâtrie que nous devons éviter, mais la famille et les liens amicaux, les cercles
de relations ont été évoquées par de nombreuses personnes. Et la jeunesse aussi, c'est un thème qui est revenu beaucoup. La jeunesse, la nouvelle génération, l'engagement des jeunes. Et ça, je pense, Blanche, que ce sont vraiment des choses qui donnent un grand espoir à tous nos participants. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Mais je veux bien revenir aussi sur la question d'avant, sur ce qui inquiète. Moi, j'ai parcouru ce matin dans le train ces centaines de réponses qui nous sont parvenues grâce à vous. Ce qui m'a frappé dans ce qui inquiète, c'est que c'était vraiment rarement tourné vers soi. C'était souvent une inquiétude pour les proches, mais aussi pour la société, pour l'avenir, pour la solidarité avec les plus fragiles. Enfin, vraiment, ça m'a frappée. Je ne sais pas si c'est l'écrin spécial de l'Université de la vie qui fait ça, mais en tout cas, je me suis dit, waouh, les gens sont quand même vraiment tournés vers les autres, et franchement, ça m'a touchée. Et puis, effectivement, dans ce qui donne confiance, il y avait beaucoup la jeunesse, et ça a été bien redit ce soir aussi, aimons notre jeunesse, elle nous le rendra. Et c'est vrai que j'en ai parlé aussi à la première soirée, ce renouvellement des générations, ce que nous apprend l'enfantement, c'est d'une richesse extraordinaire. Et effectivement, l'audace vient nourrir notre espérance. Et puis surtout, ça nous redit que, au fond, il y a beau y avoir un travail de déconstruction hallucinant, il y a des choses inscrites dans le cœur de l'homme, et les jeunes viennent nous le redire quand ils n'ont pas été trop abîmés par des idéologies, et qu'ils ont accès à leur conscience, à leur réflexion. Il y a de très très belles choses à voir. Et puis cette jeunesse, ce n'est pas forcément non plus que l'âge. Ça vient nous redire aussi des choses à chacun d'entre nous quand on est moins jeune. Et je me mets déjà dans les moins jeunes. Ça vient nous redire, écoute aussi, on parle d'âme d'enfant, mais c'est pas du tout niais, c'est la plus belle part de notre âme, celle qui fait confiance, celle qui veut croire, celle qui veut tenir bon dans l'espérance et qui choisit aussi l'engagement. Et puis, dans ce qui donne confiance, moi je trouve qu'il y a aussi l'inattendu. On a parlé d'incertitude aussi ce soir, et l'inattendu. Quand on regarde l'histoire incroyable de Henri d'Anselme, l'inattendu qui arrive, même si il le témoigne, il a été préparé, il y a quand même de l'inattendu. Et notre histoire, notre pays est faite aussi d'inattendus, d'événements soudains, de personnalités qui, d'un seul coup, viennent finalement changer profondément les choses. Et donc ça, je trouve que ça donne beaucoup confiance. Et puis bien sûr, ce qui donne confiance, c'est de voir l'engagement. À l'Université de la vie, on a eu des grands témoins, on en a eu ce soir, mais il y en a aussi eu dans des centaines de villes, et les 3 soirs, et ça fait des centaines de témoins. Et au fond, finalement, on se dit, mais il y a tellement de témoins extraordinaires, on voudrait pouvoir tous les montrer à tout le monde, tout le temps. Et cet engagement, ça nous dit quelque chose quand même du génie, du cœur de l'homme. Et moi, j'ai une amie qui travaille dans la formation en soins palliatifs, et avec cette peur peut-être de l'euthanasie, du suicide assisté qui pèse là sur notre pays, eh bien, elle me disait qu'il y avait un regain d'engagement en soins palliatifs. Et ça, il y a le génie du mal, mais il y a aussi le génie du bien. Et en fait, au fond, s'il y a énormément de gens qui sont là pour prendre soin des personnes qui sont en fin de vie, peut-être que cette loi, si elle venait à arriver, on ne sait pas, il y a l'inattendu, eh bien, on n'en aurait pas besoin. Et donc, vraiment, c'est ce profond engagement qui est là partout autour de nous. Et quand on entend des témoignages aussi forts que celui de Marie-Caroline aussi, sur finalement cet engagement quotidien, on est tout petit devant ça. Donc moi, en tout cas, ça me donne confiance de voir toutes ces belles personnes qui, elles, gardent vraiment confiance, même si parfois, on n'en doute pas, c'est difficile pour tout le monde. Merci beaucoup, Blanche, pour ce témoignage. Nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions et rebondir sur toutes vos réponses, mais sachez que nous lisons tout attentivement et que nous apporterons des réponses par mail à tous ceux qui nous ont interrogés sur des points précis. Et nous avons eu aussi beaucoup de remerciements, alors on vous remercie. Et on est vraiment surtout très contents que ces témoignages que tu évoquais, Blanche, ces topos, ces enseignements, mais vraiment aussi
ces temps où voilà, les grands témoins nous partagent quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils ont découvert. On est très heureux que tout ça ait pu vous porter tout au long de cette Université de la vie 2024. Alors pour conclure nos échanges ce soir, je vais vous demander de vous prêter un exercice un peu périlleux. Pour parier sur l'avenir, est-ce que vous auriez un mot ou une expression à nous confier? Et puis éventuellement, vous pouvez expliquer un petit peu votre choix. Jeanne, tu es la première. Je dirais, accueillir aujourd'hui prépare à l'incertitude de demain, en écho peut-être à ce que j'ai reçu ce soir, peut-être vraiment soigner la qualité du présent, de l'ici et maintenant pour nous préparer à l'avenir. Je dirais cultiver la confiance, c'est-à-dire la confiance dont on a tous un peu parlé, la voir comme une culture qui est une culture d'un commun à travailler ensemble pour s'encourager. Voilà, on ne peut pas avoir confiance tout seul et donc la confiance finalement doit nous relier dans nos conversations, nos projets. Et moi, je dirais qu'il ne faut jamais perdre le fil de l'émerveillement et ne jamais perdre cette conscience au fond du miracle de l'existence. Et la fragilité, la vulnérabilité nous le redit aussi. Donc voilà, vivons dans cette conscience du miracle de l'existence. Merci à tous les trois. Nous avons eu la chance d'écouter 5 personnalités d'exception. Pascal Morinière, président des AFC, Tanguy Châtel, sociologue et engagé auprès des plus vulnérables, Marie-Caroline Schur, conférencière et bien d'autres choses encore, Henri d'Anselme, parfois surnommé le héros au sac à dos, mais on a compris, ce n'est pas un titre qui lui plaît forcément, et le général Pierre de Villiers qui s'adresse aujourd'hui à la jeunesse de France. Tous, vous avez fait avec nous divers paris sur la famille, la vulnérabilité, sur la vie tout simplement, sur la grandeur, sur la jeunesse. Et avec ces échanges avec certains membres d'Alliance Vita, nous avons évoqué l'importance de l'écoute, de la confiance, du lien, de la relation. Et je crois que nous avons rejoint certaines de vos préoccupations quant à l'avenir. Et c'est quelque chose qui nous indique que nous sommes peut-être sur la bonne piste pour parier ensemble sur l'avenir. Alors pour conclure cette belle soirée avec vous, chers amis, nous allons accueillir maintenant notre présidente, Anne-Charlotte Rimaud. Elle est membre d'Alliance Vita depuis maintenant 19 ans. Elle a occupé diverses responsabilités départementales, régionales, membre du bureau de l'association pendant quelques années. Elle est présidente depuis quelques années aussi. Elle travaille dans l'accompagnement professionnel et elle va également rebondir sur les questions que vous avez pu nous poser dans ce quiz de la semaine dernière. Voilà, on vous avait demandé si vous aviez des questions à poser à Alliance Vita et Anne-Charlotte va essayer d'y répondre. Merci Camille. Chers amis, nous arrivons déjà au terme de notre Université de la vie. Parier sur la vie, est-ce raisonnable? Vous l'avez compris, nous ne pouvons pas donner de réponse toute faite à cette question. La meilleure réponse qui pourra être donnée sera la vôtre, empreinte de votre histoire et de votre humanité. Je voudrais terminer cette soirée en revenant sur la confiance en la vie. C'est probablement cette confiance qui va nous aider à prendre ce pari fou de la vie, sereinement, malgré le risque encouru, parce que nous le savons, nous ne pourrons pas tout maîtriser. Alliance Vita répond aussi à sa manière à cette question en relevant des défis au quotidien pour humaniser la société. Alliance Vita prend le pari de sa présence fidèle depuis 30 ans. Du début de la vie jusqu'à son terme, Alliance Vita prend le pari de protéger et de soutenir les plus fragiles de la société, de redonner de la voix à ceux qui n'en ont pas. Depuis 30 ans, ce sont 30 ans d'audace, de décryptage, d'écoute, de mobilisation,
parce que nous en sommes convaincus, la vie mérite ce pari avec et malgré toutes ses souffrances, ses aléas, mais aussi avec ses joies. Ce pari, nous le faisons en cherchant des solutions aux nouvelles situations qui s'imposent à nous, non sans peur, en tâtonnant. Comme vous pouvez le voir, c'est toute une équipe, un réseau Alliance Vita. Le fait d'être ensemble nous console, nous donne aussi cette énergie pour prendre toute notre place dans la société. À Alliance Vita, nous construisons l'avenir en faisant le pari de l'écoute. Le pari de développer nos services d'écoute. SOS Bébé, SOS Fin de Vie et Tadéo, qui a été conçu par des soignants pour des soignants. Nous veillons par ces services d'écoute auprès de personnes en détresse, de soignants qui souffrent alors que le système de santé est en crise. Nous faisons aussi le pari de la rencontre grâce aux merveilleuses équipes locales. Ces rencontres avec de nombreux acteurs de la bioéthique, des soignants, des élus. Dans les territoires, ces rencontres ne sont possibles parce que, et uniquement parce qu'Alliance Vita est présente dans votre département. Cet ancrage territorial, c'est l'ADN d'Alliance Vita. Et nous pourrons continuer à l'étendre qu'avec vous. Cette présence locale permet de développer un réseau, un maillage de relations de proximité, de partenariat pour développer l'action et la vision d'Alliance Vita. Nous sommes et nous resterons présents à tous les rendez-vous où la dignité de chaque vie humaine sera menacée. Ce qui nous donne confiance en l'avenir à Alliance Vita, c'est aussi vous. Votre présence à ce cycle de formation, votre volonté de vous former sur ces enjeux bioéthiques actuels. Nous sommes plus de 8000 ce soir, alors vous en conviendrez que c'est un gage de confiance pour l'avenir. Chacun prend donc sa part dans ce pari fou, chacun d'entre nous, dans nos manières d'être. Parions sur la vie de manière visible, mais bien plus encore de manière discrète, presque invisible, mais tellement précieuse. Nous l'avons bien compris avec les derniers intervenants, que je tiens à remercier très chaleureusement pour leur présence ce soir et pour leurs mots si justes et encourageants. Nous avons tous une pierre à poser dans l'édifice de la défense de la vie. Faisons donc le pari fou de construire ensemble l'avenir. Nous comptons d'ailleurs cette année renforcer notre présence locale sur le terrain par une grande tournée à l'occasion de l'anniversaire d'Alliance Vita de ses 30 ans. Rencontrer les familles, les jeunes, les élus, les acteurs de terrain pour tisser des liens réellement, concrètement. Nous réfléchissons aussi à des formats un peu innovants, des formats ludiques, adaptés, pour que nos messages bioéthiques soient accessibles à tous et même aux plus jeunes d'entre nous. Nous vous en dirons plus très prochainement, alors surveillez vos boîtes mail. Pour terminer, je voudrais adresser un grand merci très sincère à tous ceux qui ont contribué à cette merveilleuse réalisation qu'est l'Université de la vie. Ici, dans les villes dans lesquelles vous êtes, ils ont œuvré depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois même, pour vous proposer ce cycle de formation. Alors sans utopisme, mais bien confiant en la vie, prenons le pari de changer nos regards, de prendre notre place dans la société pour un pari gagnant. Avec Alliance Vita, parier sur l'avenir, oui, nous le pouvons et nous le ferons avec vous. Et maintenant, nous avons un temps convivial avec chacun de vous. Donc, merci de votre présence et place à l'apéritif.